Nous sommes le 5 octobre 1984 à Moscou. C'est la ronde 9 du match de championnat du monde. Karpov a les blancs et mène déjà du score sans appel de 3-0. Fort d'avoir su désamorcer toutes les initiatives de Kasparov et même marquer un point avec les noirs, Karpov peut toiser l'échiquier. Kasparov se brise contre son jeu positionnel glacé. Mais le jeune candidat est plus que déterminé à surpasser le champion. Fidèle à son jeu positionnel, Karpov ouvre avec D4. Et malgré sa défaite dans la partie 7, Kasparov choisit quand même la défense d'arrache. Par leur dernier coup, les noirs menacent de renverser la situation au centre par C prend D4, cavalier prend D4, E5. Les blancs partent donc la menace en échangeant en D5, tout en infligeant au passage un pion isolé aux noirs. Car désormais, le jour où les pions C et D s'échangeront, le pion D5 restera effectivement isolé. En compensation de ce pion isolé, les noirs espèrent avoir un jeu de pièces suffisamment actif. Cette position constitue la base de la défense d'arrache. Les blancs ont plusieurs continuations pertinentes, comme fou G5 ou cavalier C3. Ils peuvent aussi jouer le coup plus solide E3 qui anticipe déjà la case d'avance du pion isolé. Sur fou G5, les blancs invitent les noirs à jouer F6. Après quoi, sur le retour du fou, en F4 ou en D2, les noirs auront perdu une case de développement pour leur cavalier et affaibli la diagonale à 2 G8. Si à la place, les noirs développent naturellement leur cavalier en F6, alors le fou est idéalement placé pour accentuer la pression sur D5. Dans l'esprit de la lutte contre un pion isolé, les blancs pourraient un jour décider d'échanger favorablement en F6. Le pion D5 devient plus vulnérable après fou prend F6, dame prend F6. Tandis qu'après par exemple cavalier C3, si les noirs jouent fou E7, alors ils doivent compter sur pion prend C5. Les blancs ont la pression sur D5 et les noirs devraient vraisemblablement reperdre un temps en capturant le pion en C5. Dans cette variante pourtant théorique, les noirs doivent jouer très précisément pour égaliser. Mais toutes ces idées restent pourtant encore dans la position après le coup choisi par Karpov. Ce coup principal de la position place le fou de case blanche sur sa meilleure diagonale, tout en attendant le coup cavalier F6 pour jouer fou G5. La philosophie du jeu contre un pion isolé est en général la suivante. La première étape est de suffisamment contrôler sa case d'avance pour qu'il ne bouge plus là où il est. Et une fois immobilisé, il est alors pris pour cible par les pièces restantes. La philosophie du coup théorique G3 est que les blancs estiment donc avoir suffisamment de contrôle sur la case D4 pour commencer à s'en prendre au pion D5. Les noirs jouent cavalier F6, les blancs fou G2. Maintenant, les noirs aimeraient ici idéalement retarder la sortie de leur fou F8. Essentiellement parce qu'après la capture du pion C5, ils devraient perdre un temps en redéplaçant leur fou. Le problème, c'est que si les noirs jouent un coup naturel comme cavalier C6 après petit roc, les noirs sont rapidement à court de coups naturels autres que fou E7. A défaut, ils seraient très embarrassés pour trouver la case la plus pertinente de leur fou de case blanche. S'ils essaient par exemple fou F5 après fou G5, les blancs poseraient aux noirs des problèmes critiques vis-à-vis du pion D5. Ils menaceraient simplement de tout échanger puis de capturer le pion D5. Sur fou G5, les noirs veulent consolider leur pion D5 par fou E6. S'ils essaient fou E6, les blancs peuvent jouer cavalier C3, et s'ils s'acharnent à ne pas développer leur fou de case noire par tour C8, alors après fou G5, ils n'ont plus d'autre choix. Vous noterez qu'ici, si les noirs jouent quelque chose comme H6, alors les blancs peuvent aussi obtenir un développement très agréable par B3 suivi de fou B2. Leur fou de case noire serait très puissant sur la diagonale A1 H8 et accentuera la pression sur la case clé de D4. Les noirs pourraient aussi essayer quelque chose comme cavalier C6 et après petit roc C4. Effectivement, ils éviteraient l'isolement de leur pion D. Mais après B3, ils n'auraient rien de mieux à faire que d'échanger et ne feraient qu'accélérer le développement des blancs. Kasparov joue donc fou E7. Maintenant, en toute logique, les deux camps rock et sortent leur cavalier. Vous noterez comme ces deux coups sont ceux qui offrent le plus de flexibilité à la position. Les pièces sont d'abord développées sur leurs cases les plus naturelles, avant d'avoir à faire le choix des cases de développement des fous, qui elles sont beaucoup plus incertaines. Les blancs complètent maintenant avec fou G5. À leur trait, ils menacent directement D prend C5, et si le noir recapture, d'échanger en F6 pour ensuite capturer le pion D5. Si les noirs jouent fou E6, alors les blancs peuvent d'abord échanger en F6, puis gagner le pion C5. Kasparov résout donc la tension au centre en acceptant son pion isolé. Le cavalier D4 rayonne désormais au centre. Les blancs ont une lourde pression sur le pion D5, tenu sur un fil par les pièces noires. Au trait, les blancs menaceraient simplement de compléter leur développement par un coup comme dame A4, attaquant avec tempo le cavalier C6 et mettant en communication les tours. Après le coup naturel fou D7, les noirs ne disposeraient en fait d'aucune découverte intéressante. Les blancs pourraient tranquillement faire jouer leur tour, puis déplacer leur cavalier, pour simplement collecter le pion D5. Kasparov force donc la décision avec H6. Les noirs auraient été ravis d'obtenir l'échange en F6. Dans cette même position, l'année précédente, Kasparov avait gagné contre le grand Mathias Ercerawan. Ici, en plus d'obtenir la paire de fous après le coup naturel cavalier B3, Kasparov a été ravi de libérer sa position avec D4. Mais Karpov joue la bien plus subtile retraite fou E3. Les blancs conservent leur paire de fous et contrôlent encore un peu mieux la case D4,
Les blancs menacent toujours de rajouter la pression avec dame A4 ou dame B3. Après dame B3, les blancs font pression sur D5 mais aussi sur B7. Et le fou ne peut donc pas défendre. Kasparov ne touche donc pas encore à son fou C8 mais développe sa tour. Et maintenant, après dame B3, elle joue le seul coup qui ne perd pas son pion D5. Cette attaque de la dame projette aussi une future invasion de la case C4, soutenue par le pion D5. Les blancs replient alors leur dame en C2, accentuant leur contrôle sur l'importante case F5 qui viendra appuyer le saut du cavalier. Les noirs sont tentés d'amener un cavalier en C4, mais en vérité après fou F4, les blancs disposeront toujours de la possibilité de le chasser ultérieurement par B3. Si un jour le pion D5 venait à tomber, le cavalier C4 deviendrait très vulnérable. Les blancs auraient pu aussi jouer l'immédiat dame C2. Mais le cavalier noir contrôlera alors toujours l'importante case d'avance du pion isolé. De plus, les blancs ne sont pas à l'abri d'un saut tactique en E5 ou en B4. Cet échange de coups forcés permet donc de décentraliser le cavalier. Non seulement il ne soutient plus l'avance du pion, mais son seul avenir se trouve désormais sur la case C4, sur laquelle il sera certes actif mais aussi un peu exposé. De plus, tant qu'il reste sur cette case, les noirs se privent de la sortie dame A5 dans certaines variantes. N'oublions pas que la dame noire se trouve potentiellement dans le viseur des tours. Si les blancs jouent immédiatement cavalier C4, après fou F4, Kasparov a vu que son pion D5 serait trop vulnérable s'il continuait comme dans la partie après fou G4. Les blancs commenceraient par dévier le fou de case blanche du contrôle de la case F5 en jouant H3. Après fou H5, le très fort coup cavalier F5, qui exerce une pression monstrueuse sur tout le camp noir, n'est pas vraiment inquiété par fou G6. Car les blancs défendent bien leur cavalier, ils peuvent capturer s'ils le souhaitent le fou E7 avec tempo. Et après un coup comme tour à D1, les noirs n'ont plus rien contre la pression en D5 et devraient se résigner à un coup comme cavalier B6. Dans une structure de pion isolé, cette passivité équivaudrait à signer son arrêt de mort. Kasparov joue donc fou G4. La tour noire s'apprête à prendre la dame blanche dans le viseur, éventuellement épaulée par un coup comme fou B4 pour casser la structure de pion blanche. Les blancs continuent immédiatement avec cavalier F5, et les noirs, comme dans la partie 7, par tour C8. Dans cette partie, Karpov s'était emparé de la paire de fous. Et après tour à D1, dame E8, les blancs s'étaient emparés du pion central après H3. Kasparov n'avait alors pas su tirer suffisamment de compensation pour son pion après fou G6. Mais à la place, il disposait de la très forte expansion B5. Les noirs menaceraient tout simplement B4 en attaquant le cavalier cloué. Si les blancs répondaient naïvement A3 pour stopper l'avancée du pion, alors l'affaiblissement des cases blanches pourrait donner une activité suffisante aux pièces noires. Après fou G6, la dame blanche se retrouve subitement prise sous le feu des pièces noires. Les blancs n'auraient alors que dame C1. Et après avoir récupéré la paire de fous par cavalier prend D5, les noirs pourraient continuer en posant des problèmes tactiques aux blancs par fou E4, car sur tour D4 ou tour D2, les noirs disposent de la puissante fourchette cavalier B3. Et vous noterez qu'après tour D1, cavalier B3, la dame blanche se retrouve même complètement anéantie. C'est probablement fort de cette innovation que Kasparov invitait à nouveau Karpov dans la ligne cavalier prend E7. Mais Karpov arrive lui aussi avec une amélioration dans cette position et joue plutôt fou D4. Le fou est encore plus puissant sur cette case et bloque l'avancée du pion D. Mais il libère aussi la case E3 et les blancs se préparent à ramener leur cavalier pour faire pression sur D5. Les noirs n'ont par exemple pas le temps de recentraliser leur cavalier avec cavalier C6. Avec l'obstruction de la colonne C, les blancs gagneraient maintenant tout simplement un pion par cavalier prend E7. Kasparov joue alors le seul coup qui empêche tactiquement toutes les idées des blancs. Kasparov empêche tactiquement au passage le développement naturel de la tour. Car ici, les noirs ont prévu la tactique fou prend E2. Et après cavalier prend E2, fou prend D4 découvre une attaque sur la dame blanche. Karpov commence donc par échanger les fous de case noire, et continue en toute logique par cavalier E3. Toutes les pièces des blancs s'organisent contre la cible D5. Et sur le coup très tentant D4, Karpov avait prévu de clouer le pion par tour D1. Ici, les noirs auraient été très embêtés pour se dépêtrer du vis-à-vis de la tour sans perdre le pion. A la place, Kasparov se résigne à replier son fou en consolidant son pion D5. Les noirs ont ici finalement dû se résigner à la défense. Ils n'ont pas obtenu les compensations souhaitées pour leur pion isolé. Et désormais, jusqu'à la fin de la partie, ils ne pourront qu'espérer pouvoir s'y accrocher suffisamment pour obtenir le match nul. Après fou E6, Kasparov comptait bien sur le fait que la tactique B4 ne marche pas. Car maintenant, si les blancs capturent le cavalier, après D4, les noirs vont pouvoir récupérer le cavalier avec la tour parce que le pion B ne défend plus. Après des coups comme tour D1 et dame A4, Kasparov a probablement estimé qu'après tour C5, il obtiendrait assez de compensation sur la structure faible des blancs pour espérer l'égalité. Mais Karpov continue tranquillement son développement avec tour D1. Les noirs doivent retirer leur dame de la colonne D. Maintenant, les blancs réactivent leur dame, et en déclouant leur cavalier C3, menacent à nouveau le pion D5. Les noirs défendent donc avec tour D8. Et Karpov prépare une batterie de tours sur la colonne D. Vous noterez comme depuis le début de la partie, les noirs doivent faire marcher les tactiques en leur faveur pour leur survie.
Cette situation est typique dans le cas où l'un des camps se retrouve soumis à un désavantage positionnel durable. Il doit à tout prix essayer de faire marcher les tactiques en sa faveur pour essayer de trouver une brèche, et éventuellement renverser la vapeur. Le développement des blancs contre le pion D5 est maintenant presque parfait. La disposition des pièces blanches a atteint l'harmonie rêvée du jeu contre un pion isolé. Les noirs doivent à présent trouver une nouvelle tactique permettant la survie de leur pion D5. Kasparov a alors trouvé l'idée suivante. Dans cette position, il aimerait réactiver son cavalier sur la bande par cavalier C4. Mais la dame en A4 fait pour l'instant pression sur A7. L'utopie des noirs, c'est d'espérer pouvoir un jour s'introduire en C2 avec leur tour. Bien sûr, le cavalier C3 fait obstacle, et en prime, la case C2 est bien contrôlée par le cavalier E3. Mais si les noirs parvenaient à un échange de cavaliers par cavalier C4, alors la case C2 ne serait plus protégée, et les blancs ne pourraient pas s'emparer du pion D5 sans permettre l'accès de la tour noire à C2. C'est devenu là le seul espoir de survie des noirs. Mais alors en quoi ce plan répond-il à la menace des blancs de rajouter la pression sur la colonne D? Eh bien tout l'espoir des noirs repose en fait sur une tactique que l'on va voir dans un instant. Kasparov commence donc par jouer A6. Maintenant, sur cavalier C4, son pion A7 n'est plus sous pression. L'idée de Kasparov, c'était qu'après tour D1, cavalier C4, les noirs peuvent tactiquement s'offrir la possibilité d'un rebond supplémentaire pour défendre leur pion D5 par cavalier B6. Après la capture du pion D5 par l'un des cavaliers, Kasparov avait vu qu'il pouvait liquider toutes les pièces mineures. Après fou prend D5, il aurait même capturé le fou avec la tour, parce qu'en fin de variante, lorsqu'une tour blanche recapture en D5, alors il peut enfin profiter de cavalier B6. La pointe de son idée ici, au terme de ce calcul, c'est qu'en plus de récupérer la qualité, Kasparov allait aussi égaliser en récupérant son pion par dame C1, et obtenir enfin l'égalité après dame prend B2. Vous voyez comme toute la position des noirs tient vraiment sur le fil. Le plan A6 cavalier C4 est une idée tactique qui s'efforce de faire survivre le pion D5, et qui fait tout son possible pour détourner l'attention des blancs du problème fondamental des noirs. Mais revenons ici un peu en arrière. Après A6, le cavalier n'est pas encore en C4 et on pourrait se demander ce qui se passerait si le cavalier capturait en D5. L'idée tactique de Kasparov, c'était qu'après cavalier prend D5 et tous les échanges en D5, si les blancs veulent récupérer leurs pièces en profitant du clouage par tour D1, alors Kasparov avait encore en tête l'idée qu'il pourrait transposer dans la variante précédente en ramenant son cavalier en C4. Tant que la dame se trouve en A4, les tactiques tournent encore en sa faveur. Après cavalier prend D5 et tous les échanges en D5, on se retrouve exactement dans la même position. Mais si pour une fois, rien qu'une seule fois, les blancs disposaient d'une tactique en leur faveur dans cette position. Alors je pense que vous aurez deviné ce qui se passe. La position des noirs s'effondrerait, tout simplement. Et en fait, après A6, cavalier prend D5 fonctionne. Car après les échanges en D5, les blancs disposaient en fait de la sublime contre-tactique dame D1, qui exploite le clouage sur la colonne D tout en supprimant la contre-tactique défensive des noirs par cavalier C4. Après dame D1, toute la position des noirs s'effondre comme un château de cartes. Si les noirs essaient de s'accrocher avec par exemple dame E6, les blancs peuvent enfin exploiter la tactique B4 en submergeant la tour noire. Après tour B5, A4, la tour noire doit quitter la défense du fou. Et après cavalier prend D5, les blancs récupèrent non seulement leurs pièces mais vont aussi gagner la qualité parce qu'ils attaquent la tour B4 et menacent d'une découverte par cavalier F6 ou cavalier E7. Les blancs avaient ici la possibilité de réaliser un avantage tactique décisif par cavalier prend D5. Karpov a ici raté cette possibilité mais a tranquillement consolidé sa position avec tour D1. Après ce coup, les blancs ont toujours une position absolument dominante et les noirs doivent continuer à lutter pour espérer un jour l'égalité. Cette partie met en lumière une conséquence intéressante de la domination positionnelle des blancs. Les blancs peuvent éventuellement se payer le luxe de rater quelques tactiques de gain décisives, et tout de même conserver un avantage durable. Mais les noirs, eux, n'ont pas le droit à la moindre erreur et doivent tout calculer avec une précision au millimètre. Kasparov joue donc cavalier C4. Comme on vient de le voir, les tactiques ne fonctionnent pas après cavalier prend D5. Et les noirs menacent cavalier prend B2 avec fourchette ou éventuellement de détourner la tour de la colonne D par cavalier prend E3. Les blancs échangent donc avec cavalier prend C4 et de toute façon les noirs ne peuvent pas recapturer avec le pion. Les échanges sont ici favorables aux blancs puisque les perspectives dynamiques des noirs pour compenser leur faiblesse positionnelle diminuent. Après dame A5, les blancs menacent à nouveau le pion D5 et les noirs n'ont pas le choix de jouer tour C5 pour le défendre. La dame en profite alors pour s'infiltrer sur B6. Avec ce coup, les blancs ne menacent en fait rien de particulier. Ils ont simplement renforcé leur position en plongeant leur dame au cœur de la position des noirs. Karpov dit maintenant à Kasparov, à toi de jouer, qu'est-ce que tu comptes faire? Chasser la dame par tour C6 ne fonctionne pas, car après dame B3, le pion D5 est à nouveau menacé. Et le coup tentant D4 ne fonctionne pas, car le pion D est cloué à la tour. Et après le simple dame B4, les blancs vont clairement gagner du matériel.
Après tour C6, dame B3, les noirs n'auraient en fait rien de mieux à faire que de revenir en C5. Si à la place les noirs essaient d'échanger les dames en jouant dame C7, alors les blancs vont aussi gagner du matériel en échangeant et en jouant E4, en profitant du cloage, et ils vont enfin collecter le pion D5. Mais Kasparov s'accroche et trouve encore une réponse tactique au problème. Tout comme il l'avait désiré, avec son coup cavalier C4, la case C2 n'est maintenant plus défendue. Défendre le pion D5 n'est tactiquement plus nécessaire si les noirs peuvent en profiter pour s'infiltrer en C2 et obtenir ainsi assez de contre-jeu. Kasparov se prépare à quitter la colonne D et échanger les dames avec tour D7. Maintenant, les tactiques avec E4 ne marchent pas car la tour D7 est bien défendue. Alors tour de jeu, les noirs veulent jouer dame C7 pour échanger et recapturer avec la tour D. Karpov renforce lentement sa position avec tour D4. La tour contrôle maintenant plusieurs cases clés de la position. La tour fait en prime obstacle à d'éventuelles tactiques kamikazes du pion D. Kasparov continue en proposant donc l'échange des dames. Karpov accepte, cela n'arrange en rien le problème fondamental des noirs. Maintenant, Kasparov recapture avec la tour D. Comme annoncé précédemment, Kasparov surfe sur une vague tactique pour faire survivre son pion D5. Maintenant, si les blancs capturent, alors après tous les échanges, la tour noire peut s'infiltrer en C2. Les noirs vont regagner leur pion et égaliser. La tension a essentiellement atteint ici son apogée. Les noirs sont complètement sous pression et ne disposent essentiellement d'aucune façon de se libérer. Mais somme toute, le contre-jeu des noirs est suffisant pour équilibrer la balance. Les blancs ne disposent d'aucune façon de forcer la position des noirs. Mais leur avantage positionnel ne va pas s'envoler. Et comme déjà dit, les noirs ne peuvent essentiellement plus rien faire. Karpov procède donc à une longue suite de coups d'amélioration de sa position. Il va augmenter son avantage lentement et durablement coup après coup. Il commence par H3, soutirant au noir la case G4. Kasparov prend un peu d'espace avec H5. Maintenant, Karpov joue A3, en contrôlant la case B4 et en se retirant potentiellement du viseur du fou E6. Les noirs restent dans l'attente et jouent G6. Karpov peut désormais jouer au jeu du chat et la souris. Il sait pertinemment que Kasparov ne peut strictement rien faire de sa position. Il consolide avec E3, en contrôlant un peu mieux la case d'avance du pion isolé et en s'ouvrant potentiellement une nouvelle diagonale pour son fou. Kasparov reste dans l'attente avec roi G7. Notez que le pion D5 ne peut toujours pas être capturé car après cavalier prend D5, fou prend D5, les noirs peuvent jouer fou prend H3 et égaliser. Karpov consolide sa position avec roi H2. Maintenant que le pion H3 est défendu, la mobilité est rendue au fou G2 qui peut venir en F3. Depuis F3, le fou contrôlera une case de plus, la case G4. Les blancs projettent éventuellement de jouer H4 plus tard. Les blancs voudraient éventuellement placer tous leurs pions sur la case de couleur complémentaire à leur fou. De plus, par H4, les blancs verrouilleraient totalement toute possibilité future des noirs de se libérer par G5. Et pour finir, l'affaiblissement de la case G4 ne serait qu'une illusion, parce qu'aucune pièce noire ne peut y venir à cause de la perte du pion D5. Kasparov améliore un peu sa position avec tour C4. Naturellement, les blancs n'ont nullement l'intention de renforcer la structure des noirs en acceptant l'échange. Karpov consolide et continue donc avec fou F3. Maintenant, les noirs semblent un peu soulager leur position avec B5. Ce coup offre l'illusion d'une belle prise d'espace, et d'une potentielle future rupture avec B4. Mais en vérité, le placement de tous les pions sur case blanche n'arrange en rien la mobilité du fou E6. Il n'est pas exclu que les blancs puissent profiter plus tard du pion A6 comme d'une nouvelle faiblesse. Karpov parachève sa position avec roi G2. Maintenant que le pion F2 est lui aussi protégé, les captures pèsent à nouveau sur le pion D5. Car en fin de variante, lorsque la tour entrera en C2, elle n'attaquera plus de pions désormais. Kasparov défend donc son pion, et Karpov profite enfin d'une très jolie opportunité tactique donnée par la faiblesse du pion A6, en jouant le surprenant tour prend C4. L'idée c'est qu'en fait les noirs ne peuvent pas prendre du pion D. Les blancs joueraient alors tour D6, et si les noirs s'accrochent à leur pion par A5, alors c'est le pion B5 qui sera pris en chasse. Et les noirs n'ont même pas la défense fou D7 à cause du joli tour prend F6. Après tour prend D4, on pourrait aussi penser que les noirs peuvent recapturer du pion B. Enfin, les noirs sembleraient-ils résoudre le problème de leur pion isolé, mais à quel prix? La colonne B est inutilisable à cause du cavalier C3. Le pion D, à défaut d'être isolé, est arriéré. Et plus subtil encore, en n'ayant plus le contrôle de la quatrième traverse, les blancs pourraient maintenant jouer tour D4 et préparer une expansion sur l'aile roi avec G4. Après quelque chose comme roi F8, G4, les blancs menaceraient essentiellement G5 pour gagner le pion D5. Après disons les échanges, si les noirs jouent G5 pour empêcher eux-mêmes les blancs d'avancer, alors Karpov pouvait continuer son plan d'expansion à l'aile roi avec roi G3 suivi de fou D1 et F4. Les noirs auraient sans doute encore pu s'accrocher à leur centre en ramenant leur roi dans la bataille, mais ils seraient restés lourdement sur la défensive. Kasparov n'a pas voulu donner un plan facile à Karpov. Kasparov recapture donc avec la tour, et maintenant toute l'idée derrière cet échange apparaît clairement après le coup de Karpov, tour D4. Les blancs n'ont rien contre l'échange des tours s'ils peuvent rentrer dans une finale avec un très net avantage.
Les noirs ramènent leur roi vers le centre, et Karpov force maintenant les noirs à prendre une décision cruciale avec fou E2. Les noirs se retrouvent maintenant devant deux très désagréables choix. Si la tour recule, alors les noirs abandonnent aux blancs le contrôle exclusif de la quatrième traverse. Et comme déjà mentionné, des plans d'expansion sur l'aile roi avec G4 sont à venir. Et si les noirs acceptent l'échange des tours, comme dans la partie, alors ils ont certes enfin résolu, 36 coups plus tard, le problème de leur pion isolé, mais au prix d'une finale avec un mauvais fou contre un bon fou, et de deux faiblesses, D5 et A6. Sur un jeu très précis, les noirs devraient pouvoir égaliser, mais au moindre faux pas, c'est la chute. Kasparov disposait du coup apparemment actif cavalier E4. Mais les blancs peuvent forcer simplement une finale supérieure après fou F3. Le cavalier doit maintenant prendre une décision, et à cause du mauvais fou, F5 n'est pas jouable. Après les échanges et la fixation des pions sur case blanche, tous les pions noirs vont servir de cible, et les noirs vont être submergés en défense. Après fou F3, les noirs devraient donc accepter l'échange en C3. Et Karpov aurait pu profiter d'une finale supérieure sans le moindre risque. Kasparov a donc préféré conserver les cavaliers et ramène son roi au centre. Maintenant, le cavalier blanc sera actif pour attaquer encore une cible supplémentaire. Les noirs n'ont pas grand chose de mieux à faire que d'attendre les blancs avec fou C8, et après cavalier B4, roi D6, on atteint une nouvelle position critique où les blancs doivent maintenant prendre un risque pour faire valoir leur avantage. Si les blancs continuaient par le coup de fixation logique par H4, alors les noirs pourraient enfin activer leur cavalier sans contrepartie avec cavalier E4. Car maintenant, si les blancs décidaient de chasser le cavalier par F3, ils ne reculeraient pas mais plongeraient au cœur de la position par cavalier D2 puis cavalier C4. Les blancs devraient donner alors un peu de contre-jeu aux noirs. Fou F3 ne fonctionne pas non plus tactiquement à cause de cavalier D2, car le pion D5 n'est prenable d'aucune manière. Sur fou prend D5 suivrait A5 et les blancs perdent une pièce. Et sur cavalier prend D5, cavalier prend F3 et les blancs perdent aussi une pièce. Karpov prend donc ici une décision positionnelle en jouant le coup F3. Un coup qui certes entrave un peu la mobilité de son fou, mais soutire au cavalier les deux cases de saut importantes. G4 et E4 ne sont désormais plus disponibles, et les blancs vont pouvoir continuer avec H4. F3 est tout de même une décision positionnelle risquée qui impliquait un coup de bluff. Karpov laissait ici à son adversaire la possibilité d'un joli sacrifice positionnel. H4, forçant les blancs à prendre une décision cruciale pour leur structure de pion. Si les blancs acceptent le sacrifice, alors le cavalier saute en H5. Les noirs contrôlent le roi blanc, disposent de superbes avant-postes et ont fixé le pion H3. Le problème, c'est que ce sacrifice est véritable, il implique une perte de pion durable. Les blancs pouvaient par exemple s'accrocher au pion après roi F2, après cavalier F4, fou F1. Et vous notez que le pion n'est pas récupérable à cause de la faiblesse en A6. Après quelque chose comme cavalier E6, roi E3. Alors très curieusement, les noirs seraient en fait pratiquement en zigzag. S'ils jouent quelque chose comme fou B7, alors les blancs peuvent jouer le contre-sacrifice H5, qui profite que les noirs ont virtuellement levé la pression sur H3. Les blancs rendent le pion pour briser la structure des noirs en symétrie, et après H4, les blancs vont jouer fou H3 et le fou des noirs ne rejouera plus jamais. Les blancs voudront échanger leur fou contre le cavalier pour entrer dans une finale gagnante comme précédemment vu. Et en bonus, les blancs ont fixé une faiblesse éternelle en H5. Si les noirs essaient de chasser le cavalier par A5, alors B5 est dans le viseur du fou et après cavalier D3, le cavalier blanc va se recycler avec tempo en E5 en attaquant les pions des noirs. Après fou E7 pour défendre, cavalier E5, fou E8, fou D3 et les blancs dominent complètement l'échiquier. Les noirs n'auront en fait disposé ici que d'un seul coup qui ne perd pas la position, cavalier G7, réexerçant la pression sur H3, anticipant le coup de bulldozer H5, et menaçant tout de même le joli cavalier F5 avec fourchette sur toute la position blanche. Mais les blancs disposaient alors au minimum du très dangereux roi F4. Le roi blanc se soutire de l'échec et menace tout bonnement de s'infiltrer dans la position des noirs. Maintenant, si les noirs continuent avec le tentant cavalier F5, alors H5, rendant le pion pour briser la structure des noirs, puis cavalier C2 pour défendre D4, et c'est ici l'activité du roi blanc par rapport au roi noir qui fait la différence. Certes, le fou blanc est quelque peu entravé par ses propres pions, mais l'activité du roi blanc fait plus que compenser. Le roi blanc menace de s'infiltrer en G5 et si le noir l'empêche avec F6, après fou D3, le cavalier est forcé de reculer, parce qu'après cavalier H4, cavalier E3, le cavalier est maintenant piégé. Et vous notez comme l'activité du roi blanc fait complètement pencher la balance, sur fou prend H3, roi G3 gagne une pièce. Sur F5, roi G3, le pion F5 tombe. Les noirs devraient donc jouer cavalier E7 et après H4, les blancs retombent sur leurs pattes. Ils dominent toujours la position et ont fixé H5 sur case blanche. F6 n'est pas non plus possible parce que l'affaiblissement de la case G6 coûterait aux noirs un nouveau pion après fou D3. La conclusion à ce stade, c'est qu'après roi F4, les noirs n'auraient rien eu de mieux à faire que de répéter les coups par cavalier E6. Karpov aurait alors eu le choix confortable de continuer à jouer pour le gain avec cavalier C2 ou fou D3, ou de prendre la nulle avec roi F4. Kasparov décide donc de recycler son cavalier avec cavalier G8. Maintenant, après H4, cavalier H6, le cavalier est tout de même temporairement bien placé en F5 pour faire pression sur la chaîne de pions des blancs, mais Karpov a lui aussi une idée pour répondre à ce plan, il joue roi F2. Après cavalier F5, il commence par défendre son pion, et à nouveau les noirs se retrouvent à un point de butée où ils ne peuvent rien améliorer.
Karpov va à nouveau menacer de transposer dans la finale favorable du bon cavalier contre le mauvais fou. Si les noirs jouaient passivement quelque chose comme fou d7, alors après fou d3, les noirs devraient replier leur cavalier pour ne pas entrer dans une finale perdante. Et après cavalier b4, fou c8, le roi blanc s'active. Et les noirs ne disposent plus de l'échec en f5 à cause du fou. Si les noirs tentaient quelque chose comme fou f5 pour se débarrasser de leur mauvais fou, les blancs pourraient maintenant convertir leur avantage positionnel en un autre. Après g4, les blancs prennent encore plus d'espace, et les noirs n'ont que des mauvais choix. Sur fou prend d3, cavalier prend d3, les blancs maintenant convertissent l'avantage du bon fou en un avantage d'espace. Ils vont désormais avoir l'activité pour leur roi, la pression sur la chaîne de pions des noirs, et le pion H des noirs n'a pas de force de capture sur le pion G des blancs, essentiellement parce que cet échange offrirait aux blancs un pion passé éloigné. Après par exemple cavalier E6, cavalier F4, les noirs ne pourraient même pas accepter l'échange sous peine d'entrer dans une finale de roi perdante, ils devraient jouer cavalier G7. La position des noirs resterait encore au bord du précipice. Les noirs devraient accepter le pion avec H prend G4. Mais maintenant, l'aile dame tombe. Après cavalier prend A6, le pion B5 va lui aussi tomber. Après par exemple fou D7, cavalier C5, les noirs auraient dû encore, après fou E8, accepter de jouer une finale inférieure. Après roi E3 donc, les noirs ne peuvent pas jouer fou F5. S'ils tentent plutôt quelque chose comme cavalier E6, les blancs peuvent là encore rajouter la pression sur l'aile roi avec G4, ou prendre leur temps pour le préparer avec fou E2. Après cavalier C2, Kasparov n'est donc pas tenté de jouer passivement. Au lieu de fou D7, il prend donc la décision d'améliorer la position de son aile roi, et essaie désespérément de faire transiter ses pions sur case noire avec F6. Karpov continue donc logiquement avec fou D3. Maintenant, après G5, Kasparov a finalement réussi à faire transiter deux pions sur case noire, mais au prix de l'acceptation de la finale légèrement inférieure du bon cavalier contre le mauvais fou. Après maintenant cavalier E3, fou B1, sur un jeu toujours parfait, les noirs devraient pouvoir égaliser. Mais les blancs conservent encore et toujours un petit avantage durable, B4. Les blancs fixent par ce coup encore la majorité des pions noirs sur case blanche. Sur un jeu parfait, les noirs devraient toujours pouvoir égaliser. Que se passerait-il après quelque chose comme fou D3 ? Un tel coup d'attente est assez contre-intuitif. Les blancs disposent en effet de plusieurs coups tentants comme G4 ou F4. G4 constituerait par exemple une idée particulièrement forçante. Parce que si les noirs capturaient le pion H, alors après G prend H5, c'est le pion H4 des noirs qui est vulnérable, pas le pion H5 des blancs. Car la défense des noirs reste submergée par la nécessité de défendre le pion D5. Après G4 donc, les noirs devraient prendre le pion G. Et maintenant, toutes les captures des blancs sont en fait intéressantes. Les blancs posent des problèmes concrets aux noirs dans chacune de ces trois variantes. Sur par exemple cavalier prend G4, les noirs attaquent le pion F6. Et F5 n'est pas possible à cause de cavalier E5 qui attaque le fou noir avec tempo et gagne le pion G5. Les noirs devraient donc prendre le pion H, après quoi les blancs peuvent tranquillement ramener leur roi pour aller le récupérer. Ou alors ils peuvent dans un premier temps s'emparer du pion F6 avec la philosophie que le pion H sera suffisamment faible pour le recapturer plus tard. Bien sûr, après H prend G4, cavalier prend G4 n'est qu'une des options. Ce qui est important, c'est qu'après cavalier prend G4, toutes les options des noirs sont forcées, elles. Alors que les blancs ont eux, coup après coup, des alternatives leur ouvrant potentiellement la victoire. À titre indicatif, les blancs pouvaient aussi jouer H prend G5. Pour des raisons encore un peu subtiles, la réponse des noirs aurait été là encore forcée. Car G prend F3, roi prend F3 donnerait trop d'activité au roi blanc dans la finale. Les noirs devraient prendre le pion G5 et après cavalier prend G5, roi E6, roi G3, les noirs ne pourraient là encore qu'attendre que les blancs prennent une décision. Les blancs ont encore une multitude de choix pour torturer les noirs. Le plan d'amener à nouveau le cavalier en C3 pour faire A4 est une idée. Amener le cavalier en E5 puis jouer F4 en est une autre. La clé de cette position, du point de vue des noirs, qui la rend absolument effrayante, c'est qu'après G4, tour après tour, la réponse des noirs est systématiquement forcée. Alors que les blancs, eux, disposent systématiquement de plusieurs options. Et cette différence est essentielle, car si les blancs ont tour après tour plusieurs possibilités qui chacune forcent la réponse des noirs, alors le nombre de possibilités qu'ils ont pour potentiellement prendre l'avantage augmente exponentiellement. Après G4, les noirs n'ont qu'une réponse, H prend G4. Maintenant, les blancs en ont 3. Après cavalier prend G4, les noirs n'ont là encore qu'une seule réponse, G prend H4. Mais les blancs en ont 2, voire 3. Si à la place, les blancs décident de prendre le pion G, alors à nouveau, la réponse est forcée, les noirs doivent capturer le pion G pour ne pas perdre. Sauf qu'encore une fois, les blancs, eux, disposent de 2, voire 3 réponses valables. Pour comprendre la philosophie des difficultés des noirs dans cette position, il faut simplement comprendre que si les blancs ont systématiquement quelque chose comme 3 choix différents, et que les noirs n'ont eux qu'une seule réponse, cela veut dire qu'au deuxième tour, les blancs ont la possibilité de forcer 9 positions différentes, 3 x 3. Mais si jusqu'au troisième tour, tous les coups des noirs sont forcés, alors les blancs peuvent en forcer 27, 3 x 9. Dans l'une de ces myriades de possibilités que les blancs peuvent forcer après G4, le risque que seulement l'une d'entre elles gagne est beaucoup trop élevé du point de vue des noirs. Et il est donc humain et tout à fait naturel de ne pas vouloir laisser aux blancs la possibilité de créer autant de coups forçants.
De façon tout à fait humaine et parfaitement cohérente avec ce qui vient d'être expliqué, Kasparov n'a pas joué fou d3 ici. De manière parfaitement logique et humaine, il a voulu mettre un terme à la multitude de possibilités des blancs en prenant le pion H. Toute la beauté absolument diabolique et inhumaine de cette position, c'est que fou d3 était l'un des meilleurs coups des noirs ici. Les raisons sont trop subtiles pour qu'un humain puisse exhaustivement les comprendre en un temps aussi limité. Elles impliquent de calculer intégralement comment annuler dans chacune des positions forçantes que les blancs peuvent obtenir. Le propos n'est bien sûr pas d'analyser exhaustivement toute cette finale et de comprendre pourquoi fou d3 est objectivement le meilleur coup. Le jeu d'échecs est un affrontement d'humains qui jouent leur coup et réfléchissent en un temps limité. L'avantage positionnel des blancs leur confère naturellement une multiplicité de choix. Et il est naturel que certains d'entre eux, par leur caractère forçant, conduisent l'adversaire à commettre des erreurs. L'ironie du sort, c'est qu'en capturant ce pion h4, Kasparov pensait forcer la réponse des blancs. Le coup de tonnerre que jouera alors Karpov était aussi ironique qu'inattendu. Un coup magistral, à la fois tactiquement et stratégiquement. Si les noirs ne font rien avec leur pion H, alors les blancs vont simplement le capturer avec le cavalier. Et les noirs resteront avec une structure de pion épouvantable qu'ils ne pourront plus défendre. Si le pion avance, alors l'idée est la même. Après cavalier F4, les blancs vont tranquillement collecter le pion H3 et laisser les noirs avec une structure ruinée. Kasparov se résout donc à accepter le pion empoisonné. Mais quelle était donc l'idée de Karpov ? Le raisonnement est le suivant. Si les blancs avaient accepté l'échange comme espéré par les noirs, la colonne H étant obstruée, le seul point d'entrée des blancs dans le camp noir est donné par la case F4. Après par exemple fou G6, roi G3, roi E6, cavalier G2, les noirs consolident tranquillement par fou F7 et attendent les blancs. S'ils essaient de rentrer avec leur roi, alors les noirs ne retirent naturellement pas leur roi du précieux contrôle de la case F5. Ils attendent avec par exemple fou G6. S'ils essaient de rentrer avec le cavalier, alors pas de problème. Le roi s'écarte, et les blancs n'ont aucun moyen de forcer le passage, beaucoup trop étroit. Après cavalier G2, H prend G3, le roi en capture, et la question est-ce véritablement un sacrifice ? Le pion H est en vérité extrêmement vulnérable, il va facilement pouvoir être récupéré par roi H4 et cavalier F4. Il y a maintenant deux cas de figure, soit les noirs s'acharnent à défendre leur pion, soit ils l'abandonnent sans résistance. Dans le premier cas, les noirs doivent alors jouer fou G6, Karpov a calculé très précisément la finale. Après cavalier F4, fou F7, le roi vient en H4 et le pion ne peut de toute façon pas être défendu. Le seul espoir des noirs serait de tenir la finale après cavalier prend H5 et l'échange des pièces. Et Karpov n'abandonne pas son bon cavalier contre le mauvais fou des noirs pour rien, son roi est maintenant trop actif. Les noirs sont à court de coups et le pion F6 va tomber. Roi E7, F4, roi E6, F5. Les blancs prennent tout l'espace et submergent leur roi noir. Les blancs gagnent maintenant facilement. Après cavalier prend H5, si les noirs ne prennent pas le cavalier, les blancs submergent quand même les noirs. Car désormais, en plus de devoir défendre leur faiblesse précédente, ils doivent également gérer le point d'entrée du roi blanc. Après par exemple fou F7, roi G4, le fou doit rester sur la diagonale E8 H5 pour couvrir la case d'entrée du roi, mais doit aussi rester sur la diagonale A2 G8 pour défendre le pion D5, en d'autres termes le fou ne peut pas bouger. Après roi D6, roi F5, le roi doit revenir en E7. Et cavalier G6 délivre maintenant le coup de grâce, car si le cavalier est accepté, les blancs transposent dans la finale gagnante déjà vue. Après roi E8, roi prend F6, les blancs gagnent facilement. Après roi prend G3 donc, Kasparov ne s'est même pas acharné à défendre son pion H5. Il s'est résigné à l'abandonner aux blancs avec l'espoir de contrôler un peu mieux les cases d'entrée du roi blanc. Mais les noirs sont submergés par la défense de leur pion D5, le roi ne peut pas rester en F5. Au trait, les blancs reviendraient avec leur cavalier en F4, attaquant le pion D5, couvrant au passage la seule case de repli du roi pour défendre le pion. Après cavalier F4, les noirs devraient défendre leur pion avec fou A2. Mais les noirs sont absolument submergés par leur faiblesse. Le cavalier bondirait encore en D3 puis en C5. Et en 3 coups, les noirs insisteraient impuissants à la perte de leur pion A6. Si les noirs tentent une défense prophylactique avec fou A2 pour sur cavalier F4 faire fou C4, prenant la case D3 au cavalier, les blancs n'ont en fait pas qu'un point d'entrée, ils peuvent jouer cavalier G7. Et maintenant, après roi G6, cavalier E6, le cavalier blanc s'en prend au pion A6 par un chemin différent. Après cavalier prend H5, le roi revient donc en E6. Maintenant, après cavalier F4, roi D6, le champ est laissé libre pour le roi blanc qui envahit le territoire des noirs. Les blancs échangent volontiers leur pion F3 contre le pion F6 des noirs. Après fou prend F3, roi prend F6, les noirs seraient submergés par la nécessité de devoir défendre en urgence leur pion A6. Après fou G4, les noirs arrivent certes à temps pour défendre leur pion. Mais les pièces blanches sont si actives que les noirs se retrouvent en zigzag.
Le roi noir doit laisser au roi blanc l'accès à son camp et la position des noirs s'effondre. De désespoir, Kasparov joua roi E7, abandonnant son pion D5. Dans son désespoir, pourtant, il venait de s'offrir, sans s'en rendre compte, une dernière chance de faire match nul. Car, contre toute attente, sur cavalier prend D5, les noirs disposent encore d'une défense bec et ongle pour arracher match nul. Après cavalier prend D5, roi E6, sur cavalier C7, les noirs disposaient de la défense très pointue, roi D6. Avec roi D6, à la différence de roi D7 joué dans la partie, le roi noir se tient suffisamment près du pion D4 pour aller le chercher après que le cavalier a pris le pion A6. Mais il se tient aussi toujours suffisamment près du roi blanc pour espérer lui faire barrage. À titre indicatif, je vais vous montrer ce qui aurait pu se passer sur des coups parfaits de part et d'autre. Mais encore et toujours, le jeu d'échecs est un jeu d'affrontement humain. Et dans des conditions de match avec un temps limité, il était peu raisonnable de penser que les deux joueurs pouvaient trouver toutes ces combinaisons. Kasparov, à la fois sous la pression de la pendule mais aussi des coups et de la précision chirurgicale de son adversaire, allait forcément commettre des erreurs et à ce stade l'égalité s'obtenait par une suite de coups parfaits. La première idée donc est que si les blancs acceptaient le pion A6, le roi noir était maintenant une case plus près du pion D4 qu'il ne l'était dans la partie. Les noirs devraient d'abord capturer le pion F3, faute de quoi les blancs le sauveraient avec F4. Après fou prend F3 donc, roi prend F6, les noirs peuvent encore annuler la finale qui suit roi prend D4, cavalier prend B5 avec 2 pions de moins. Car le roi noir arrive à temps pour capturer l'un des deux. Les blancs manquent en fait de temps pour couvrir la diagonale et avancer leur pion. Après roi E5, roi B4, B6, le roi avance. Le roi va prendre le pion, le fou va se sacrifier, c'est match nul. L'autre idée donc, c'est si les blancs vont plutôt chercher le pion F6 avec cavalier E8. Après roi E7, cavalier prend F6. Les noirs récupèrent un pion et font barrage in extremis après roi F4 grâce à roi D6. Ici, après roi F4, les noirs disposaient d'une défense sur le fil. Pour vous montrer la difficulté des coups qu'il fallait encore trouver, si les noirs jouaient naïvement fou B7, après cavalier E4, roi D5, les blancs défendent tranquillement leur pion de plus avec roi E3. Maintenant, cavalier C5 arrive et les noirs perdent en fait au temps près. S'ils anticipent avec fou C8, cavalier C5, ils se retrouvent en fait en zigzag. Les noirs se retrouveraient obligés de céder la précieuse case E4 au roi blanc. Au lieu de ça, au lieu de fou B7, les noirs disposaient d'une défense chirurgicale avec fou G2. Et j'insiste sur le fait que tous les autres coups perdent. Après fou G2, la défense magique à laquelle pouvaient miraculeusement recourir les noirs, c'est d'obtenir une transposition dans la même position que celle du zigzag après roi E3, par fou H3. Car maintenant, après les mêmes coups cavalier E4, roi D5, si le cavalier blanc se rend en C5, après fou C8, les noirs ont perdu un temps et c'est très au blanc. Par magie, les blancs n'ont en fait pas moyen de faire évoluer leur position. Après roi D3, les noirs feraient un échec et reviendraient en C8. Tout naturellement, ces variantes sont données à titre indicatif, la partie était essentiellement perdue bien avant. Car d'un strict point de vue pratique, humainement parlant, la position était intenable pour les noirs. À la place donc, Kasparov joue roi D7. Et dans la première variante que nous avons observée, après cavalier prend A6, le roi noir se trouve en fait une case plus loin du pion D4, ce qui change toute l'appréciation de la position. Maintenant, lorsqu'après la capture du pion F3 et du pion F6, le roi noir pourchasse le pion D4, il manque un temps précieux. Car après roi F4, le roi blanc attaque le fou avec tempo et arrive juste à temps pour défendre le pion D4. Maintenant, après roi C4 qui espère s'infiltrer dans la position blanche, avec roi B3 pour avoir roi prend A3, les blancs répondent simplement cavalier C5. Si les noirs essaient de forcer le passage avec roi C3, le moyen le plus simple pour les blancs de gagner est de se servir du pion A comme d'un appât pour enfermer le roi noir sur la bande. En jouant cavalier D7, qui prépare simplement avec cavalier F6 l'autoroute pour le pion blanc, sur roi B3, maintenant les blancs pourchassent leur roi noir et après roi prend A3, roi C3, les noirs, avec leur roi sur la bande, assistent impuissants à l'avancée du pion blanc. Kasparov n'avance donc pas son roi mais ramène son fou en C6. À ce stade, les blancs peuvent torturer les noirs de plusieurs façons. Karpov recycle son cavalier par cavalier D3, menaçant simplement la fourchette. Et j'insiste sur l'expression torturer, car comme vous allez bientôt le découvrir, la véritable appréciation de cette position dépasse en fait l'entendement. L'idée roi B3 n'est toujours pas possible, car les blancs récupèrent d'abord un temps avec cavalier E5 puis ramènent leur roi. Kasparov part la fourchette avec fou G2, et les blancs invitent les noirs à rentrer dans le précipice. Sur roi B3 suivrait roi D3, invitant comme précédemment vu les noirs à capturer le pion A3 et à s'enfermer sur la bande. Sur fou F1, roi D2, le roi noir est à nouveau sous contrôle, et les blancs sont prêts à avancer leur pion. Kasparov vient donc en C3, et après cavalier B6 qui se prépare à contrôler la case d'avance du pion, les noirs pouvaient encore opposer une dernière défense assez subtile. Dans cette position, Kasparov a joué roi C4, Karpov prépare tranquillement l'avancée de son pion avec cavalier E7. Les blancs torturent simplement les noirs jusqu'à l'erreur fatale.
Et à vrai dire, si gagnante que la position paraisse, les noirs disposent encore d'une ressource incroyable. Les noirs peuvent, grâce au coup mystique fou H1, opposer aux blancs une résistance suffisamment grande pour espérer encore le match nul. À nouveau, il convient de rappeler que la précision des coups exigés sur une telle défense dépasse de loin ce qu'un être humain peut supporter en termes de capacité de calcul. Et que, d'un strict point de vue pratique, la partie est gagnée pour les blancs. Car la précision nécessaire, humainement parlant, pour tenir sur le fil toutes les menaces créées par les blancs, est tout simplement trop délicate. L'idée derrière fou H1 peut certes s'obtenir par déduction, car tous les autres coups perdent par la force. Le problème tactique de fou A8 par exemple, c'est qu'il permet cavalier C8 qui menace simultanément deux fourchettes. Si le fou recule, alors cavalier D6 gagne le pion B5 comme dans la partie. Après roi B3, cavalier prend B5 gagne maintenant facilement. Le roi noir ne peut pas non plus venir en D5 à cause de la fourchette en B6. Fou A8 perd donc parce que les menaces tactiques créées par cavalier C8 sont insolubles pour les noirs. Et le fou ne peut pas non plus quitter la diagonale du fianchetto. Après par exemple fou H3 ou fou F1, les blancs avancent simplement leur pion. Et les noirs ne peuvent plus rien faire. À nouveau sur roi B3, roi D4 et les blancs enferment le roi noir sur la bande. Par déduction donc, les noirs ne disposent en fait plus que de deux coups. Malheureusement sur fou B7 joué dans la partie, cavalier F5 avec la menace cavalier D6 pose aux noirs des problèmes insolubles. Si le roi noir plonge en B3, alors après cavalier D6, que le fou vienne en C6 ou en A6, les blancs consolident avec roi D2. Le roi noir est tenu sous contrôle et après la capture du pion A3, les blancs l'enferment sur la bande avec roi C3. Les blancs vont maintenant simplement amener leur pion à dame. Maintenant, si à la place les noirs décident de venir en D5, alors la nuance extrêmement subtile sur le placement du fou tient de ce qu'il ne contrôle plus la case de 4. Le roi blanc peut ici jouer roi D3. Et malgré tout, après le prochain coup des noirs, le gain des blancs s'obtenait de manière extrêmement subtile et précise. Après roi E6, l'unique coup gagnant des blancs était cavalier G7. L'idée invraisemblable est que si le roi noir s'avance vers le cavalier ou recule, le cavalier blanc va se recycler vers le pion B5. Le roi noir ne sera plus dans les temps pour subvenir aux besoins défensifs de la position. Notamment le contrôle de la case clé D5 qui par le dernier coup cavalier C3 sera aussi contrôlé. Après cavalier C3, les blancs doivent défendre leur pion B5 et les blancs vont pouvoir avancer D5. Et si les noirs s'acharnent à garder le contrôle de la case D5 avec roi D5, les blancs peuvent en fait la prendre par la force. En effet, après cavalier H5, l'idée est la même. Le cavalier rejoint aussi la case C3. Et vous notez avec intérêt que les noirs n'ont pas d'échec en E4, ça aura son importance dans certaines variantes. La pointe, c'est que si les noirs s'acharnent maintenant à défendre la case D5, les blancs disposent du subtil sacrifice de déviation D5. Après quoi, ils ne capturent bien sûr pas le fou, faute de quoi la finale serait nulle, mais gagnent simplement le pion. Les blancs gagnent. Après roi D5, donc, les noirs perdent pour des raisons très subtiles. Sur un jeu parfait des noirs, les blancs auraient dû recourir à une précision chirurgicale pour convertir. Dans la partie, Kasparov a joué fou G2, après l'échec a dû abandonner son pion. Après roi A4, cavalier D6, les noirs ne peuvent plus stopper l'avancée du pion B et vont devoir sacrifier leur fou. Kasparov abandonne. La différence extrêmement subtile vient en fait de la case clé E4. Après roi D5, dans l'autre variante, lorsque le fou était en B7, les blancs avaient roi D3. Vous voyez maintenant ici que ce coup ne serait pas possible à cause de l'échec en D4. Pour l'essentiel, l'idée est que les noirs conservent la précieuse case C4 pour leur roi, et combinés à l'action de leur fou, peuvent exercer un blocus sur case blanche pour empêcher les blancs d'avancer. Les idées qui permettent ici aux noirs de tenir sur le fil dans toutes les variantes sont d'une complexité incroyable. Pour des raisons humaines, il ne serait pas pertinent de toutes les détailler, je me contenterai de vous donner les idées clés. Si l'on s'en réfère encore au plan tordu donné précédemment par cavalier G7 puis cavalier H5, les noirs peuvent en fait se contenter de faire des coups d'attente avec leur fou. Maintenant, après l'échec en F4, parce qu'ils disposent de la case C4, les blancs n'ont en fait pas accès aux cases blanches et n'ont pas non plus le moyen de forcer D5. Si les blancs ramènent leur roi en D3, alors l'échec en E4 est très précieux. Maintenant, si le roi revient en E3, les noirs répètent les coups. Si à la place le roi va en C3, alors le roi blanc est en fait dévié de l'importante case de passage E4. Après quelque chose comme fou F3, cavalier F6, les blancs attaquent le cavalier qui se retrouve subitement dominé par le fou. Les blancs n'ont pas fait de progrès. Pour comprendre pleinement les rouages subtils de cette finale qui permettent aux noirs d'égaliser, il faudrait en vérité passer des heures sur cette finale dans chacune des variantes. Cette superbe partie aux ressources stratégiques et tactiques incroyables nous rappelle humblement que même dans les positions les plus insignifiantes peuvent se cacher des trésors. Pour terminer sur une note de mystère, depuis cette position, après roi E7, contre toute attente, le meilleur coup dans l'absolu n'était pas de s'emparer du pion D5. Et ce, alors même que cela aurait permis aux blancs d'obtenir une finale avec un pion de plus.
Dans le coup magistral qui gagnait la partie, ici était cavalier H5, qui acceptait plutôt l'égalité matérielle. Dans une position où pour gagner, les blancs devaient avoir l'idée magnifique de laisser aux noirs leur pion D5 qu'ils allaient utiliser comme un bloqueur. Il est incroyable de se dire que dans cette position, le pion supplémentaire des noirs dévaluait en fait leur position de plus d'un point. À titre indicatif, les noirs auraient dû continuer par quelque chose comme fou E4. Et bien sûr, les blancs ne peuvent pas prendre le fou, car le pion des noirs irait à dame. Après quelque chose comme roi G4, qui menace cette fois la capture avec une finale gagnante, les noirs auraient alors reculé leur fou en D3, faisant à nouveau aux blancs l'offrande de leur pion D5. Et au sommet de leur art, les blancs auraient dû refuser ce pion. Car pour l'essentiel, les noirs auraient pu obtenir dans le cas contraire un suffisamment bon boule cul sur case blanche pour obtenir l'égalité. Au terme d'une lutte magistrale digne d'une étude, les blancs auraient pu faire payer aux noirs la réduction de la mobilité de leur fou due à la présence du pion D5, en allant, en fin de compte, s'emparer plutôt du pion A6. Puis au terme de cette longue lutte magistrale, ils auraient enfin fait valoir leur pion de plus sur la colonne A. Pour enfin faire valoir concrètement leur avantage 33 coups plus tard. Au terme d'une longue lutte théorique nébuleuse malgré 2 pions de plus. Après le coup magistral cavalier H5, la position est si riche qu'elle mériterait à elle seule une centaine d'heures d'études. À la suite de cette superbe victoire, Karpov mène désormais du score de 4-0.